quand je fais du bien à l'autre et l'autre qui en profite, qui est-il celui à qui profite l'acte que je pose? Et du coup, partant du noyau familial, l'instinct naturel de l'individu part de la personne que je suis au petit cercle familial, puis finalement à la tribu. Donc, dans un environnement social où la compétition est quasiment permanente, où il y a des besoins de survie qui arrivent, dans une société en crise, une crise sur le plan moral et sur le plan économique, on se replie sur les choses sur lesquelles on est le plus assuré, c'est-à-dire soi-même d'abord, sa famille ensuite et la tribu. Alors, cette façon de rentrer vers soi-même, vers sa famille et finalement vers la tribu, est allée s'accentuant au point de développer dans une dialectique de destruction, détruire l'autre pour que moi, j'existe. Et c'est là l'origine du tribalisme. Parce que Paul a parlé de repli identitaire comme étant une vertu du tribalisme. Une vertu, en fait, parce qu'en fait, on peut utiliser... J'ai dit oui, mais ça, c'est dans une société normalement organisée. Mais dans une société de combat, où ma survie peut dépendre de la mort de l'autre. En ce moment, je me replie en essayant de détruire l'autre. Pourquoi je me replie? Pourquoi je ne vis pas avec l'autre? En ce moment, le repli, forcément, devient donc la graine qui sème plus tard le tribalisme. C'est pourquoi j'appelle tribalisme comme repli identitaire, blanc bonnet, bonnet blanc. Moi, j'ai une autre réponse à la question que vous venez de poser, Audrey, celle de savoir quelle est l'origine du tribalisme. Pour le cas spécifique de l'Afrique, de manière générale, et du Cameroun en particulier, je dois dire que le tribalisme est venu du colonisateur, du colon. Parce que les Occidentaux, quand ils sont arrivés ici, ont trouvé une société qui était structurée différemment de la leur, avec effectivement une certaine diversité sur le plan identitaire, culturel et ethnique. Et ne comprenant pas cette structuration de la société, ils ont choisi de la structurer en catégorisant les gens en fonction, premièrement, de la sphère géographique à laquelle ils appartenaient, deuxièmement, en fonction de la langue qu'ils utilisaient. Et à partir de cet instant, c'est eux qui ont décidé de créer les clichés tribalistes qu'on a aujourd'hui. On va vous dire que les Bamileke sont de bons commerçants et de bons hypocrites, les Bassa sont brutaux et barbares, les Douala sont un peu maniérés sur les bords, les Bétis sont un peu fous. C'est les Occidentaux qui ont créé ces clichés et qui ont, oui, c'est à partir de cet instant qu'ils ont structuré notre société de manière différente. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'on parlait une langue différente de la leur et qu'on en avait plusieurs. Ils ont décidé de les appeler des patois, mais ce n'est pas des patois. Parce que l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même chez les Occidentaux, il y a des tribus. Quand vous allez en France, il y a des patois, il y a des patois, il y a des villages, il y a des tribus, il y a des gens qui se reconnaissent comme étant appartenant à la même sphère géographique et à la même langue en partage. Mais les institutions là-bas ont fait en sorte qu'on bannisse les clivages tribaux pour préserver l'intérêt de la communauté de manière générale. Et c'est pourquoi, à partir de cet instant, on a commencé à établir d'autres échelles de valeur. Chez nous, ici, les Occidentaux, quand ils sont arrivés, effectivement, c'est eux qui ont créé une structuration de la société de manière à ce qu'on ait une structuration à partir des repères comme étant des repères comme la sphère géographique ou la langue comme étant des repères. Et c'est eux qui ont amené également des notions comme ce qu'on appelle aujourd'hui les équilibres régionaux, et ça se ressent même dans la structuration de l'État. Donc je pense que c'est le colonisateur qui est à l'origine du tribalisme. Je ne vais pas laisser passer ça parce que, Paul, je ne vais pas laisser passer ça parce qu'en fait, cette façon, cette approche est celle que je combats et que j'ai d'ailleurs toujours combattu, qui consiste à mettre tout sous le dos des Occidentaux comme étant des boucs émissaires faciles. Oui. Ce que Paul oublie, c'est que dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Afrique, avant l'arrivée du colon, il y avait déjà des guerres tribales. C'est-à-dire que certaines tribus s'opposaient déjà. C'est-à-dire que la survie d'une tribu dépendait de la destruction de l'autre. Qu'il appelle ça autrement du tribalisme. Et dans la reproduction du modèle de société apporté par l'Occident, une fois les indépendances acquises, le tribalisme a pris une autre ampleur. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour que vous passez dans la rue sans rencontrer un fait de tribalisme.
Que vient donc chercher le colon là-dedans? Non, je vous le dis, c'est une structuration naturelle de la société. C'est-à-dire que les individus au sein d'une famille s'opposent les uns et les autres dans ce qu'on appelle l'instinct de survie naturel. Mais maintenant, dans cette opposition à l'intérieur de la famille, on crée un cercle plus grand lorsqu'on s'élève au niveau de la tribu. C'est-à-dire qu'autant les personnes s'affrontent dans la famille pour survivre, autant des tribus entre elles s'affrontent également pour survivre. Et dans cet élan de protection de sa tribu au détriment de l'autre, naît donc et se développe ces instincts tribalistes. Moi, j'aimerais avoir l'envie de Maître Bondje qui nous a rejoint sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, votre avis sur la même question, l'origine du tribalisme? Ben, avant de parler de l'origine du tribalisme, moi je vois le thème tribalisme au Cameroun, j'ai dit tout ce qui est isme est négatif déjà, tribalisme, égoïsme, égocentrisme, etc. etc. Donc, lorsqu'on parle de tribalisme, on ne peut voir que du négatif. Du négatif. Maintenant, les tribus, est-ce que les tribus égalisées comme ethnie, est-ce que c'est du négatif? J'ai dit non, parce que la diversité ethnique est une source de richesse. C'est une source de richesse pour un pays culturel, économique et même social. Mais lorsqu'on parle de tribalisme en tant qu'idéologie, où on prône sa tribu comme celle qui devrait tout avoir, qui devrait être au-dessus des autres, à ce moment-là, ça devient quelque chose de négatif. Maintenant, les origines du tribalisme, c'est depuis tout le temps, depuis la naissance des temps. Vous savez, les gens se regroupent, ils se retrouvent, ils ont une même langue, ils ont des activités communes, des habitudes communes. Ça fait de telle sorte qu'à chaque fois, on a toujours envie de faire prévaloir ces égos, ces égocentrismes, ce qu'on a de soi, de commun, par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié toutes les guerres que vous connaissez dans le monde, sont parties toujours par ces regroupements, ces reconnaissances d'un peuple bien donné, d'une tribu bien donnée, pour combattre les autres. Les origines, c'est quoi? Elles peuvent être politiques, elles peuvent être économiques, sociales, etc. Ça dépend de ce que les individus veulent. On en utilise jusqu'à ce jour. Vous connaissez le problème rwandais. C'est justement parti des Tutsis et des... Voilà, vous connaissez le problème congolais aujourd'hui. C'est toujours ces regains tribaux. Vous connaissez le problème qui s'est passé au Congo. Et je crois que si vous avez mis un thème pour le Cameroun, c'est justement parce que les effets négatifs du tribalisme ne devraient pas être pris en compte et qu'on puisse bannir ce mot tribalisme, mais qu'on ne bannisse pas les tribus. Je dis, c'est un apport essentiel. Et comment se manifeste concrètement le tribalisme dans un pays comme le nôtre? Bon, comment il se manifeste? Il se manifeste d'abord par des états d'âme, par le comportement des individus. Parce que je suis Bassa, j'aimerais que seuls les Bassa, par exemple, puissent avoir tous les postes nécessaires. Parce que je suis Babléké, je me dis que l'économie doit être entre nos mains, parce que c'est nous qui sommes censés avoir l'économie. Je vois celui-là, je dis c'est un quoi. Il ne devrait pas connaître tel ou tel secret. Et là, ça amène des oppositions. Ça amène effectivement dans un État comme le nôtre qui s'est fondé sur un ramassis de tribus. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos États sont des États coloniaux. Et avant, nous étions tous dans des tribus, et ces tribus, selon la capacité, la force, tant économique, politique, pouvaient s'imposer par rapport aux autres tribus. Alors, on nous a mis dans un, comment je peux dire, dans un vase, où on nous a dit, allez vivre en communauté. Aujourd'hui, nous n'avons plus intérêt à rentrer systématiquement dans nos tribus, mais à promouvoir ce qu'il y a de positif dans nos tribus comme apport sur le plan national pour qu'on puisse s'interagir et gagner vivement. Selon vous, comment se manifeste le tribalisme? Il faut dire de prime abord que la structuration de la société fait que le tribalisme soit un fait quotidien. On a dit tout à l'heure que le tribalisme prônait une politique d'exclusion, fondamentalement. Alors, aujourd'hui, vous allez constater que des associations naissent, et pour la plupart basées sur la tribu. Et c'est à l'intérieur de ces associations qu'une idéologie se développe, une idéologie qui prône non pas l'émergence d'une tribu, par rapport à ces adeptes, mais qui prône en général l'émergence d'une tribu par rapport aux autres tribus. C'est-à-dire qu'aller dans ces réunions, on ne vous dira pas qu'il faut que les fils Bassa ou les fils Banen, moi je suis Banen, on ne va pas vous dire que les Banen doivent occuper des postes de responsabilité dans le gouvernement. Ce qu'on vous dira, c'est que, attention,
il faut que les Banènes occupent le plus grand nombre de postes de responsabilité, quitte à ce qu'on enlève des Bamileke ou qu'on enlève des Bassa qui sont un peu de trop. Quand vous regardez l'équipe nationale de football du Cameroun, quand on regarde cette entité, les gens ne regardent pas des joueurs de football qui ont du talent et qui donnent du leur pour cette équipe nationale. Ce qu'ils regardent, c'est combien de Bassa il y a dedans, comment faire pour qu'il y ait le moins de Bassa possible, mais pour qu'il y ait un peu plus de Bamileke. Donc, dans des actes, ça c'est des choses qui se vivent tous les jours. C'est-à-dire qu'au quotidien, que ce soit dans l'attitude de l'État, que ce soit dans les comportements des individus à travers cette petite société, au quotidien, quand quelqu'un veut rentrer dans un restaurant, il regarde et demande qui tient ce restaurant. Quand on lui dit c'est un Bamileke, il dit mais tiens, les Bamileke sont déjà trop riches. Voilà des élections qui viennent d'arriver, des sénatoriales, et j'ai été impressionné lorsque, étant dans un groupe d'amis, j'ai vu une réaction de quelqu'un qui a regardé les investis du RLPC pour le littoral. On a vu un nom qui avait une connotation de l'Ouest. On dit, comment un Bamileke peut-il se retrouver dans une liste des personnes investies dans le littoral? Il devrait être sorti de là. Le tribalisme, comment se manifeste-t-il? Le tribalisme est dans les airs au Cameroun, comme l'air que nous respirons. C'est-à-dire que dans l'attitude de chaque Camerounais, il y a un relent de protection, de valorisation de sa tribu au détriment de l'autre. Le tribalisme est ce que nous faisons chaque jour, est ce que nous vivons tous les jours dans notre pays. Alors au Cameroun, par exemple, on a l'impression que les inégalités croissantes entre les riches et les pauvres ont exacerbé les tensions politiques à l'intérieur des communautés ethniques et avivé la concurrence du tribalisme politique. Que ces derniers se livrent, qu'en pensez-vous, Paul Maël? Non, non, je ne pense pas que le tribalisme ait forcément quelque chose à voir avec le fait qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Ce que je veux dire, M. Somon n'était pas d'accord avec moi tout à l'heure quand je parlais de l'implication du colon sur l'exacerbation du tribalisme, mais je vais revenir dessus parce que la question que vous posez quant à savoir comment se manifeste le tribalisme, M. Somon vient de dire que c'est dans l'air et c'est dans les attitudes de chacun d'entre nous. La première précision que moi je voudrais apporter, c'est que je fais partie des rares Camerounais qui n'ont jamais été victimes de tribalisme. Moi, je n'en ai jamais véritablement été victime. Les amis que j'ai, moi je suis originaire du littoral dans la Salanga maritime, mais les amis que j'ai s'appellent Somo, s'appellent Tchamba, s'appellent Domché. Donc vraiment, quand je regarde dans ce que je peux appeler ma garde rapprochée, c'est-à-dire que mes amis, ceux qui me sont vraiment proches, et je ne trouve personne appartenant ni à ma sphère géographique, ni ayant la même langue que moi. Ça, c'est la première précision que je dois apporter. Donc je voulais dire que ce n'est pas un phénomène qui revient à tout le monde. Maintenant, quand je parlais de l'implication du colon, si vous regardez la constitution du Cameroun, elle a été copiée sur quoi? Elle a été copiée sur la constitution française, c'est-à-dire qu'on a presque 20 copier-coller. Et à partir du moment où vous êtes dans un pays où la loi fondamentale qu'est la constitution intègre les notions d'autochtone et d'allogène, ça veut dire que déjà, à partir de cet instant, on est en train d'installer le tribalisme comme étant une valeur. Et ça, c'est le colonisateur qui l'a fait, que M. Somo le veuille ou pas, puisque la constitution du Cameroun a été copiée sur celle des Français. Ça, c'est la première chose. Paul, la notion d'autochtone et d'allogène ce n'est pas une construction des colons. C'est une construction post-coloniale. C'est une terminologie très récente. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques années, lorsqu'on parlait de village électoral, lorsque ces notions sont arrivées... Non, Maître Bondier, il connaît mieux les questions juridiques. Il va trancher, mais je crois que c'est une notion nouvelle. Mais je pense que ça rentre dans la loi fondamentale de ce pays. La deuxième chose, et je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos, c'est qu'on ne peut pas vouloir à la fois ne pas parler de tribalisme et être en train de bâtir une nation sur le principe des équilibres régionaux. Monsieur Somo, qui est à l'université de Douala, le sait. Lorsqu'on délibère les concours, on prend en compte le fait qu'il y ait que tel vienne de telle tribu. C'est-à-dire que si vous avez dans un concours 10 étudiants qui sont candidats et qu'au finish on en veut 5 et qu'il y ait déjà 3 qui soient admis et qui soient originaires de l'Ouest, si le prochain qui a une bonne moyenne, ou alors en moyenne égale, il y a un Bamileke et un Bassa, on va dire qu'il y a déjà trop de Bamileke. Donc, j'ai dit que c'était hypocrite que la société s'en soit appris
à Monseigneur Tonnerre Bacorde lorsqu'il a rêvé le fait pour l'université catholique, parce que dans les universités publiques, ça s'applique tous les jours, le principe des équilibres régionaux. Et ça se ressent même dans le gouvernement. Regardez comment on attribue les postes ministériels dans ce pays. On tient compte des gens là où ils viennent. Quand on enlève un garde de l'Est, on doit le remplacer par un garde de l'Est. Même dans les entreprises publiques aujourd'hui, vous allez entendre les choses, on va vous dire que bon, la Sonara, c'est une affaire qui doit revenir aux gens du littoral. Et j'ai entendu même des gens s'offusquer dernièrement que M. Talba Mala a été nommé à ce poste parce qu'on estimait que c'était un poste qui devait revenir logiquement après M. Eding, après M. Betouk. On devait conduire un enfant de la Sanaga maritime à ce poste. On vous dira que tel département ministériel, par exemple la justice, on sait que c'est une affaire qui revient toujours au Douala. On a colonisé les bassins aux enseignements secondaires et ainsi de suite. Donc il y a des... Donc vous êtes en train de dire, hein, Paul Maël, sauf si j'ai mal interprété vos propos, que le tribalisme existe et qu'on n'y peut rien, c'est ça? Non, on doit faire avec? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la société camerounaise aujourd'hui, le gouvernement camerounais, l'État camerounais favorise le tribalisme et ne peut donc par conséquent pas prétendre le combattre. Ok. Maître Bondier? Oui, mais moi je voudrais vraiment à la suite de mon ami, très célébrissime dans sa démonstration où j'adhère entièrement, pour dire, même les Camerounais encouragent le tribalisme. Vous n'avez qu'à voir quand quelqu'un est nommé. Il est fêté au village comme si c'était un trophée qu'il ramenait. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans des sociétés où le tribalisme a une essence, des racines trop ancrées et où il faut combattre parce que, il parle là de deux notions. La première notion, c'est l'équilibre régional. On a voulu dire par la notion d'équilibre régional qu'il fallait que le pays se développe de manière globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteurs plus développés que d'autres. Mais dans cette recherche d'équilibre régional, on sacrifie certaines notions comme la compétence. On sacrifie des notions où le travail bien fait. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, par exemple, il a parlé des concours. Vous vous retrouvez avec des individus qui ne vous valent pas sur le plan pratique, mais qui, parce qu'ils sont nés des régions sous-scolarisées, doivent se retrouver. Et c'est eux demain qui vont être des décisionnaires. Vous comprenez? Et à ce moment-là, qu'est-ce que les gens font? Ils se retrouvent chacun dans son lobby. Si je suis de l'Est et que j'estime que je suis de secteur sous-scolarisé, on se forme notre groupe de l'Est et on fait des pressions pour qu'à tel concours, je sois là, même si je ne travaille pas. Alors, ça faut se les donner. Et lorsqu'on rentre dans d'autres secteurs de vie, on a parlé tout à l'heure, moi j'aime prendre cet exemple pour dire que là-bas, il n'y avait pas de tribalisme jusqu'à une certaine époque, parce qu'on a eu l'équipe nationale de football qui n'était composée que de Bassa à une certaine époque, qui gagnait et tout le monde était content. C'est-à-dire que le tribalisme est un facteur, au lieu d'être un facteur de développement, c'est un frein au développement. Okay. C'est un frein. Je prends la parole là-dessus de Maître Bondier pour dire que l'équipe nationale à laquelle il fait allusion était dirigée par un sélectionneur français qui s'appelait Claude Leroy. Tout à fait. Imaginez un seul instant, parce que cette équipe nationale dont il parle, sur le 11 entrant, on avait, je crois, 9 Bassa. Imaginez un seul instant que le sélectionneur se soit appelé Tonien Mbok. Ouais. On aurait forcément dit qu'il a privilégié ses frères. Ouais. Mais comme c'était un Français, personne n'a rien dit. L'autre chose que je voulais dire, quand Maître Bondier fait allusion à des regroupements, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la société légitime le tribalisme. Il y a des groupes qui sont reconnus et qui ont même voix au chapitre. Les Bamileke ont le Lakam, les Beti ont les Sigang, les Bassa ont le Mboglia, qui est en train de se constituer aujourd'hui et qui devient une force de proposition et un groupe, un lobby de pression majeur, que le gouvernement reconnaît et considère parfois dans certaines situations comme interlocuteur valable. Et dans certaines prises de décision. Oui, quand vous allez dans les universités, Monsieur Somo travaille à l'université de Yaoundé, de Douala, autant pour moi. Quand vous allez là-bas, vous retrouvez association des élèves originaires de telle région, associations qui sont reconnues par le rectorat, qui convoque le recteur à l'Assemblée générale et il vient et il s'assoit. Mais est-ce que quelque part ça n'encourage pas, Monsieur Somo, est-ce que ça n'encourage pas le tribalisme? Rien de tout ce que, ne devrait-on pas dissoudre ces associations-là? Rien de tout ce que mes amis disent n'a une connotation tribaliste. C'est dans l'ordre normal et logique des choses. C'est-à-dire que dans les prérogatives dévolues à un État, il y a que l'État doit avoir une vision globale et globalisante dans des notions de développement. On n'a jamais parlé de tribalisme lorsque, dans le gouvernement qui a précédé celui du renouveau, on parlait du développement autocentré. C'est-à-dire qu'une politique très futuriste, il faut le dire, voulait que des élites
pour une région donnée se constitue pour favoriser davantage le développement de cette région. Et la politique du gouvernement consistait à ce que dans le gouvernement, qu'il y ait des ressortissants de toutes les tribus, afin que toutes les tribus décollent au même moment. Il ne faut pas que mes amis confondent ce qu'on appelle le tribalisme avec ce qui peut s'appeler le favoritisme. C'est-à-dire que le fait de propulser une tribu peut s'appeler favoritisme. Mais on a dit ici en début d'émission, si je vous ai bien compris que tribalisme, favoritisme, tout ce qui se termine par isme, c'est négatif. Non. Donc favoritisme même. Je voudrais que vous parliez de favoritisme par ailleurs. D'accord, parce que favoritisme peut tout simplement dire que c'est une idéologie qui consiste mais est-ce que ce n'est pas, M. Somo, une forme de tribalisme que non, ce n'est pas une forme de tribalisme. Je vais revenir à ce que Paul... Selon leur région, pourquoi ne pas prendre d'autres? Pourquoi ne pas se mélanger? C'est-à-dire que prendre un Je voudrais être d'accord avec cela. Maritime, prendre quelqu'un du littoral et puis voilà, essayer de réfléchir ensemble. Mais c'est justement ce que nous essayons dans les institutions publiques de faire. Qu'est-ce que vous faites? L'exemple que Paul soulevait tout à l'heure, les concours d'État. Ici, vous ne pouvez pas parler de tribalisme lorsque, à un moment donné, à deux valeurs égales, plus une troisième, on estime qu'il faudrait que l'on prenne celui qui n'est pas encore représenté. Voilà l'équation, elle est toute simple. C'est-à-dire que je fais un concours, je dois recruter 10 personnes. Or, sur ces 10 personnes que je recrute, je vois que les 5 premiers sont originaires de la même tribu. Je les prends et pour permettre à ce que les autres tribus décollent, je prends ceux qui sont les suivants pour être avec ceux qui sont les premiers, quitte à ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà le principe. Et cela n'est pas... Cette planification, parce que c'est le terme, c'est la terminologie appropriée, c'est la planification. La planification, elle ne se passe pas seulement au Cameroun, mais ailleurs on n'appelle pas ça du tribalisme. Allez en France, vous qui regardez la composition du gouvernement français. Ne me dites pas que le gouvernement français est fait essentiellement sur les valeurs tribales. Mais le gouvernement français est construit sur le principe idéologique, d'appartenance idéologique à une formation et de compétences. C'est essentiellement ça. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, avant que M. Bourdieu ne prenne la parole, pour dire que moi, je m'insurge contre votre classification à un concours. C'est-à-dire que, à mon humble avis, sur une fiche de candidature à un concours, à un examen, on ne devrait pas avoir la notion d'origine ethnique ou tribale. On devrait dire, nous voulons 10 étudiants pour la première année de la faculté de médecine. Les critères, c'est avoir 12 de moyenne dans les matières suivantes. Et à partir du moment où on a fait la délibération, les 10 premières personnes qui sont dans la moyenne sont admises, indépendamment de ce qu'ils sont de l'ouest, du littoral ou du centre. Je voudrais rafraîchir un peu la mémoire de mon ami Somo. Parlant des concours, vous avez vu ces mémorandums du Grand Nord. J'ai beaucoup d'amis au Grand Nord, mais vous avez vu ces mémorandums où tout, je me dis bien tout, j'ai insisté sur tout, tous les cadres du Nord, tous, sans exception. Là, il n'y a pas eu de partis politiques, opposition, parti au pouvoir et même les non-partisans se sont retrouvés pour revendiquer effectivement l'école normale de Maroua comme leur appartenance. Je dis, je n'ai rien avec mes amis, ils sont d'ailleurs nombreux du Nord. Mais cela a démontré effectivement que quelque chose était difficile au Cameroun. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé d'équilibre régional dans le sens de permettre à toutes les régions d'avoir. Mais comment on permet à tout le monde de pouvoir se donner la chance de vivre? C'est l'école. On ferait mieux de créer des écoles partout, d'avoir les maîtres partout, pour que dès l'entame de l'école primaire, tout le monde ait la chance d'arriver au sommet. Ce n'est pas au sommet qu'on crée la différence, c'est à la base. C'est-à-dire qu'on vous met tous, vous devez concourir, même pied d'égalité, aller à l'école, faites l'école, et que les meilleurs puissent gérer la société. C'est ça l'école de Platon. L'école de Platon, ce n'est pas de favoriser les gens parce qu'ils sont nés avec une cuillère en or, parce que je suis le fils, comme vous le savez. C'est-à-dire que les fils de certains illustres occupent des postes illustres, peut-être pour remplacer leur père, vous le savez.
Ce n'est pas parce que vous êtes né avec une cuillère en or ou parce que vous êtes né dans une région sous-développée que vous avez des faveurs que les autres n'ont pas. Les faveurs, vous devez les acquérir par le travail que vous-même vous faites. La seule chose qui est demandée à un État, c'est de mettre l'égalité des chances au niveau de l'école. Chacun doit pouvoir faire l'école. C'est d'ailleurs pour ça que l'école primaire a été déclarée gratuite, pas seulement par le Cameroun, c'est sur le plan des instruments internationaux, pour permettre à tous les enfants d'avoir une égalité de chances de travail demain. Alors, quand on revient au niveau des hommes déjà construits, vous savez, en voulant faire cet équilibre, on fausse les données. Parce qu'on va mettre certaines personnes à la place où ces personnes ne devraient pas être. Et à ce moment-là, ils ne produisent pas ce que tout le pays attend d'eux. Et on fausse donc, on handicape le développement d'un pays parce qu'on a voulu favoriser une région. Nous disons non. Maître Mondier, je comprends que Paul Mahel et vous, exerçant des professions libérales, n'ayant jamais véritablement servi l'État dans la position qui est la mienne, par exemple, que vous ne soyez pas très imprégné d'un certain nombre de questions et d'objectifs qu'un État peut se fixer et qui, à la fin, vont contraindre cet État à adopter des positions que vous voulez pourfendre aujourd'hui. Je suis désolé, je vais vous dire une chose. Pour avoir été à l'intérieur, au creuset de ces délibérations, de ces concours, je vous mets au défi que cette planification à laquelle nous faisons allusion se fait parmi les meilleurs. C'est ça que vous devez donc savoir. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais dans un concours de l'État où on pourrait mettre dans une même liste quelqu'un qui a 15 de moyenne et un autre qui a 1 de moyenne dans la liste des admis sur la seule base de son appartenance tribale. Voilà ce qui se passe. Je vous parle, je vous dis ce qui se passe. On est sur comment. on est en direct, ce n'est pas l'indéfendable. Je vous dis, ne nous faites pas dire, de prendre le Vox Pop. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas envie de je dire. vous dis ce qui se passe. Je vous dis il y a les ce échéances, qui mais ce moment se va revenir passe. sur vous. Bon. C'est quand même grave ce que vous venez de Non, dire non, là. ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas envie de dire, monsieur. Il y a les échéances voilà, politiques qui approchent là avec à la clé des élections. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur les critères qui vont déterminer son choix. Est-ce l'idéologie? Est-ce la tribu? Je vous propose de suivre cet élément et on en reparle juste après. Le Vox Pop. Idéologie. Déjà parce qu'il faut voter, il faut s'inscrire. C'est un devoir citoyen. Chaque Camerounais doit s'inscrire. Quand on veut le changement, il faut qu'on s'inscrive. La tribu. Parce qu'il y a trop de... Je sais pas quoi dire, je sais pas. Parce que... Bon, ça va. Au Cameroun, je ne pense plus que la tribu n'a plus sa place. On doit dépasser ces limites-là. C'est beaucoup plus l'idéologie. L'idéologie ou la tribu? La tribu. Nous sommes au Cameroun. Je crois que la tribu, c'est mieux. Parce que nous sommes au Cameroun. L'idéologie. Parce que le meilleur doit primer. Parce que les mérites, tout doit être bien mis en place pour que le Cameroun fonctionne bien et avec des personnes qui méritent à la tête. Non, l'idéologie, parce que c'est la tribu, non. Moi, je suis plus l'idéologie pour un bon programme pour le Cameroun. Non, je ne peux pas voter la tribu. Pourquoi? Parce que le tribalisme, en fait, n'est pas bien. L'idéologie d'abord, parce que en principe, quand on choisit peut-être quelqu'un qui doit nous diriger, ça doit être quelqu'un qui mérite. Donc, même au niveau des droits, on peut trouver un musulman qui est sénateur. C'est une bonne chose aussi. L'idéologie, parce que qui dit idéologie, d'abord pense en fait l'opinion libre. Oui. Alors, chacun devrait être libre de penser ce qu'il a dans la tête, de s'exprimer. On ne devrait pas oppresser les gens, on ne devrait pas jouer sur la psychologie des gens, soit par exemple en prenant du tribalisme pour pouvoir corrompre la société. Donc c'est vraiment l'idéologie qui doit guider le choix de tout un chacun. Et l'idéologie parce que nous ne devons pas nous focaliser sur peut-être l'appartenance tribale
c'est-à-dire d'un candidat pour nous focaliser et afin de choisir. Moi, je pense un peu du tribalisme. On ne vote pas par rapport à la tribu ou par rapport... On vote par rapport à la capacité de la personne. Celui que je choisis est celui-là qui doit mener à bien le travail que nous attendons du pays. C'est vrai que chez nous, on ne connaît pas trop ce que c'est l'idéologie. Maintenant, je crois que je choisirai quand même par idéologie. Mais parce qu'il faut que le Cameroun pense à grandir un jour. I'll just vote for anybody who has good perspectives for the country. Votre question est très pertinente. Hein? Parce que quand vous dites quelqu'un qui va venir changer notre pays ou bien quelqu'un de mon village, je ne sais pas si quelqu'un de mon village pourra un jour participer à cela. Bon, et s'il faut quelqu'un qui doit changer ce pays, il faudra du temps pour changer vraiment ce pays. Parce que même s'il y a un nouveau personnel qui arrive maintenant, il faut qu'il reprenne tout à zéro. L'idéologie, pas la tribu. Parce que la tribu, on n'a que faire de ça. Mais les idées, c'est ce qui compte. Il faut que les gens aient de bonnes et de vraies idées. Maintenant, il faut tenir compte de ce qu'on dit. Voilà, parce que les paroles en l'air, il y en a marre. Donc maintenant, il faut que les gens disent des choses et qu'ils fassent les choses qu'ils promettent. Voilà. Moi, l'idéologie, pas la tribu, parce qu'on ne peut pas servir une nation à partir de la tribu. Forcément, l'idéologie, parce que ceux qui soutiennent l'idéologie politique sont ceux à même de nous diriger dans les jours à venir, voire les années à venir, surtout que nous sommes un pays émergent. Ok, une réaction par rapport à cet élément qu'on vient de suivre. Quelqu'un veut commenter ou on passe dessus? Oui, moi je veux commenter. Je veux commenter pour dire qu'en fait, moi j'ai entendu beaucoup de gens dire des choses bien, notamment qu'ils voteront par rapport à l'idéologie. C'est rassurant quand même. Tout le monde l'a dit. Ouais. Maintenant, la question que je pose, est-ce qu'il y a une véritable idéologie politique au Cameroun? Ça, c'est un autre débat, Paul. C'est un autre débat, effectivement. Voilà. En donnant l'égalité des chances à tout le monde, est-ce que les tribus qui ont plus de moyens comme les Bamileke par exemple, n'auront pas leurs enfants à tous les postes majoritaires, M. Somo? J'aurais préféré que vous posiez cette question à mes amis d'en face, parce que à la vérité, c'est cela. Mais quand vous répondez d'abord, ensuite ils vont donner leur avis. Quand les responsables de ce pays estiment que il faut régulariser des choses, il faut planifier les choses, de façon que dans le décollage et l'émergence, n'est-ce pas, ces valeurs qui sont véritablement nos visées et nos aspirations, il faudrait que ce soit un effort collectif, mais également un profit collectif. On estime que l'on fait appeler ça du tribalisme ou du favorisme, je ne sais pas comment on appelle cela. Mais en réalité, aujourd'hui, il ne faut pas que sous prétexte que les Bamileke sont les plus aptes dans les professions commerciales, que l'on leur laisse le monopole de cette activité. Maintenant, s'il y a des possibilités que l'ensemble des valeurs de la nation s'approprie cette qualité et que ce soit une qualité pour tous, c'est vers ça que nous tendons. Si on pense que les meilleurs footballeurs, ça ne doit être que des Bassas, non. Et si un effort est fait pour que d'autres tribus s'en imprègnent, c'est très bien cela. Bon, maintenant, l'on ne peut pas faire le reproche à ceux qui voudraient que l'on ait dans toutes les sensibilités de la nation des valeurs diversifiées. C'est cette politique, en réalité, que l'État essaye d'appliquer dans tous les domaines d'activité et que certaines personnes, notamment les avocats et les journalistes, ne veulent pas accepter sur ce plateau. Je vais revenir sur un fait. Je suis désolé de partir sur une conjecture personnelle. Moi, ça fait 15 ans que je suis journaliste. Et M. Somo le sait. La quasi-totalité de mes employeurs, c'est des gens originaires de l'Ouest. Et partout où j'ai travaillé, M. Somo le sait, mes employeurs m'ont fait le privilège de toujours me confier des responsabilités importantes. Si on était parti sur des clivages tribaux, peut-être que je n'aurais jamais travaillé parce qu'ils auraient préféré employer leurs frères. Et peut-être que je n'aurais jamais eu les responsabilités que j'ai eues parce qu'ils auraient préféré les confier à leurs frères. Donc moi je suis, à la question que vous posez tout à l'heure, je dis tant qu'à faire,
Si on part sur le simple principe de la compétence et que les 10 premières personnes dont on a besoin dans un concours sont originaires de la même région, pour moi, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où ces personnes sont compétentes pour le travail qu'on demande. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas non plus dans aucun profil au monde, on ne vous décrira. Quand vous dit, on cherche, si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, STV décide de chercher un directeur général, on ne mettra jamais sur le profil, on veut un directeur général originaire de telle région. On met un certain nombre de compétences, on vous dit, on veut quelqu'un qui a Bac plus 6, qui a une expérience de 10 ans, qui a déjà fait du management, qui a déjà fait ceci. Et c'est ces compétences, moi, qui devraient prévaloir dans tous les choix qu'on a à opérer dans une société comme la nôtre, indépendamment des clivages. Heureusement qu'on pourrait, parce que là, il y a énormément de non-dits. Pour revenir à l'exemple que vous évoquez tout à l'heure, Paul, tu évoques l'exemple de la STV qui veut recruter quelqu'un. Mais attends, le directeur général, qu'est-ce qu'il fait? Avant qu'il ne publie le profil de la personnalité recherchée, dans un brainstorming, dans une forme de Ku Klux Klan, dans une forme de soviet suprême, le gars a déjà très bien décrit le profil de la personne qu'il recherche. Je n'ai rien à voir avec... Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Comme exemple. Ça, c'est un exemple que je prends pour la donc, en fait, c'est pas vrai. Vous ne savez pas. Je vais vous dire, moi j'ai travaillé... C'est ça le tribalisme. Personne ne se met dans la rue et pour dire « je suis tribaliste, je fais du tribalisme ». Moi j'ai travaillé dans une radio qui s'appelle Nostalgie, dont le promoteur est un gars de l'Ouest qui s'appelle Lionel Fofé, où j'ai été rédacteur en chef alors qu'il y avait des gens originaires de cette région. J'ai été à Equinox Télévision où j'ai été rédacteur en chef délégué, alors qu'il y avait des gens originaires de l'Ouest. Votre talent vous a peut-être imposé, mais la question que vous ne vous êtes pas posée, est-ce que vous n'êtes pas sûr que c'est par pénurie des talents de chez lui qu'il vous a proposé? Je ne suis pas sûr. Donc c'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Permettez que Marie Bonnet puisse s'exprimer. Je pense que le débat n'est pas... Vous n'êtes pas en train de faire vos débats. Voilà, vous faites un débat collectif qui doit étayer un peu la lanterne des téléspectateurs de STV. Moi, je pense que le rôle de l'État, ce n'est pas de déséquilibrer les équilibres, c'est d'équilibrer les équilibres et de permettre à tout un chacun. D'ailleurs, notre Constitution, qui est notre loi fondamentale, oblige l'État à pousser tous les individus à devenir des êtres raisonnables. Mais cela ne lui donne pas l'occasion de niveler le haut. L'État nivelle le bas. L'État permet à tout le monde de pouvoir atteindre le sommet, chacun selon ses capacités, chacun selon les moyens. La question qui a été posée tout à l'heure sur la capacité des moyens comme facteur pour pouvoir prendre tous les postes, j'ai dit c'est faux. Dans un État qui veut promouvoir la compétence, qui veut promouvoir l'excellence, on ne devrait pas voir si vous venez de l'Ouest, si vous venez du Nord, si vous venez de l'Est. Parce que qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut que les sachants, ceux qui ont acquis la science, puissent permettre aux autres de s'en approprier aussi. On ne veut pas mettre des délinquants ou mettre des incompétents au risque de faire échouer toute une machine parce qu'on veut équilibrer une région. Pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, moi je pense que lorsqu'on recherche des postes importants, les Blancs ont ce qu'ils appellent un canevas du poste, où on détermine qui doit faire quoi. Si vous remplissez les conditions, on ne regarde pas si vous êtes blanc, noir, si vous êtes catholique, protestant, si vous venez du centre ou du sud, on vous donne le poste. Mais ce qui blesse dans des États comme le nôtre et ailleurs, c'est qu'on tient compte de ce que le feu professeur Lem a appelé, il parlait du triangle équilatéral. Et moi, j'ajoute peut-être que ce n'était pas un triangle, parce qu'on a des institutions qui sont forcément pas 3, on a 4. Les gens ont toujours tendance à oublier le rôle du Conseil économique et social, qui est une institution forte et qui est dirigée par quelqu'un. Donc, actuellement, on ne peut pas regarder qu'il faut équilibrer. Non, dans un concours, comme il a dit, nous avons 10 Bamlékés, on veut 10 personnes. Il y a 10 Bamlékés qui ont 15 de moyenne. Pour équilibrer, on va lever 5 Bamlékés qui ont 15 de moyenne pour mettre 3 nordistes de 14 de moyenne. Non, ce n'est plus nous, ne sommes plus dans un concours.
Nous ne sommes plus dans un concours. S'il vous plaît, je vais vous amener un tout petit peu dans un champ compliqué pour vous, parce que vous n'y comprendrez absolument rien. Tout à fait. Là, c'est le maître qui enseigne les élèves que vous êtes. Tout à fait. Nous sommes très outrés d'avoir une nouvelle leçon. Ça, c'est de la pédagogie que je vais faire là maintenant, monsieur. Tout à fait. En fait, lorsqu'on organise un concours et qu'on soumet des élèves à une épreuve, ce qu'on fait en général, c'est que l'épreuve est la plus facile possible. L'épreuve est la plus facile possible et les critères d'évaluation sont clairement établis. Alors, on se dit entre 10 et 15 de moyenne pour une formation de médecin. Ceux qui sont entre 10 et 15 de moyenne sont d'office des personnes qui sont capables d'avoir une très bonne formation de médecin. Donc, dans un premier tri, on prendrait, parce qu'on veut 50 médecins, on prendrait une centaine d'individus, en réalité, qui sont tous des produits bien pour devenir des médecins. C'est à l'intérieur de cette crème que pourrait se faire donc ce que vous appelez la planification. En fait, il n'y a ici aucune volonté de mettre de côté quelqu'un qui mérite plus qu'un autre. Ça veut dire que celui qui a 15 de moyenne et celui qui a 10 de moyenne ont tous les deux la qualification nécessaire pour ce concours, pour devenir des médecins. Ils ont toute la qualification. Mais dans cette possibilité, et c'est ce qui fait qu'au sortir, c'est-à-dire au finish de là, vous avez tous qui sortent et qui sont forcément des bons médecins. Mais je voudrais, dans cette logique, vous ne pouvez, je voudrais dire à M. Somo, c'est comme les élections, bientôt nous sommes dans les sénatoriales. Une fois que vous êtes sélectionné, ça veut dire que vous méritez le poste. Une fois que vous êtes sélectionné, vous remplissez les critères pour le poste. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on reçoit les candidatures, ou lorsqu'on reçoit les dossiers des candidats, une fois qu'on vous a accepté pour composer, ça veut dire, en termes clairs, que vous remplissez les conditions pour entrer dans cette école. Maintenant, l'école dit, on sélectionne les meilleurs. Vous remplissez tous les conditions, mais on veut les meilleurs. Ça veut dire ceux qui auront une note supérieure aux autres. Selon le nombre qu'on veut, on doit les prendre. Il n'est pas normal qu'après avoir lancé le concours pour les meilleurs, on ait 50 meilleurs qui aient 15 de moyenne. Mais pour l'équilibre, on dit non, les 50 meilleurs là, c'est vrai, il y a 30 Bamlékés. Moi, je suis Bassa. Il y a 10 du centre, il y a 10 du nord. Bon, vraiment, il n'y a pas de Bassa là-dedans, il faut qu'on cherche le Bassa. Si je suis le 51e personne, cela ne se peut pas. Ce sera une faveur. Cela ne se peut pas. Moi, je voulais juste te dire, je ne sais pas pourquoi M. Somo veut nous faire dire les choses qu'on n'a pas forcément envie de dire sur ce plateau. Mais je vais le dire. M. Somo, vous qui êtes mon aîné, vous le savez. On sait comment, à une certaine époque, les nordistes sont entrés à l'INAM dans ce pays, sous prétexte, disait-on, qu'ils n'étaient pas brillants à l'école. Simplement parce qu'on avait une politique d'éducation qui ne prenait pas véritablement en compte la partie septentrionale du pays. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, des enseignants affectés dans cette région ne veulent pas y aller. À cause du climat difficile, à cause de la géographie difficile également, on a décrété, parce qu'on n'a pas voulu mettre les moyens pour véritablement implanter l'éducation au nord, on a dit que les nordistes étaient idiots. Aujourd'hui, on se rend compte que des nordistes brillants et brillantissimes, il y en a, j'ai encore échangé dernièrement avec le professeur Saïbou Issa, qui est le directeur de l'école normale supérieure, qui est un homme brillant. On a des nordistes qui sont extrêmement brillants. Ça veut dire que le cliché qu'on avait avant des nordistes bêtes était un faux cliché. Simplement parce que la politique du Cameroun en matière d'éducation dans cette partie du pays avait échoué. Et on a favorisé l'entrée des nordistes sur un certain nombre de critères qui étaient moins exigeants que les gens du Sud. Bienvenue donc dans ma logique. Non, bienvenue dans notre logique. On sait effectivement, et ce que Maître Bondier disait est très vrai, qu'on sait que sur une échelle de valeur, c'est-à-dire que quand on est dans un concours, vous êtes dans les délibérations, vous le savez. Moi, je suis journaliste, je n'assiste pas aux délibérations, mais je le sais, parce que j'ai des sources qui assistent aux délibérations, qu'à un certain moment donné, on commence à dire « Ah, on a déjà pris 5 Bamileke, c'est bon, il faut aller chercher un Bassa. » Et on ira chercher un Bassa, même s'il a un 9,5, parce qu'il faut absolument qu'on respecte le principe des équilibres régionaux. Ça se sait. On va évoluer un peu. Hein, on va évoluer parce que ce que Paul vient de dire là me semble relever plus de la rumeur Maître Bondier, que de la vérité. Quelles sont les dispositions en matière de répression du tribalisme?
Les dispositions en matière de répression du tribalisme. Donc, je crois que ça part de tous nos dispositifs législatifs. C'est-à-dire tous les textes prônent justement l'égalité. Vous commencez par le code pénal. La loi pénale s'impose à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, que vous soyez du nord, de l'est, du sud, que vous soyez n'importe qui, vous êtes tous astreints au respect des lois et règlements du pays. De deux, lorsque vous utilisez la casquette tribale, que ce soit le favoritisme, vous savez que c'est condamnable, que ce soit le trafic d'influence, c'est condamnable, etc. Vous pouvez vous fonder sur ces textes pour pouvoir effectivement trouver solution. Dans tous les cas, le tribalisme est combattu, d'abord dans son idéologie, qui est, comme je le disais à l'orée de mes propos, une idéologie néfaste, parce que tout ce qui se termine en isme est hautement dangereux. Vous connaissez toutes les notions de nazisme, despotisme, etc., etc. Donc ce n'est pas encouragé dans tous les cas. Ce n'est pas encouragé et c'est condamnable chaque fois que cela est révélé. Bon, maintenant, cela ne se révèle pas toujours, le tribalisme, comme le disait mon ami Somo. On n'a pas écrit sur le front de chacun que tel est tribal ou autre. C'est dans les actes qu'on ressent que tel est tribalisme, c'est dans les actes que cela se manifeste. Et une fois que cela se manifeste dans les actes, effectivement, vous êtes sanctionné de par les textes qui organisent l'État. Ok, on va lire quelques messages. Hein. Bonjour, moi que Paul Maël a raison. Enfin, moi je pense, hein, Moi je pense que Paul Maël a raison. Et pour éradiquer, je lis ce que je vois, hein, excusez-moi vraiment. Pour éradiquer ce phénomène, il faut supprimer l'équilibre régional constant. Depuis Bandjoun, il n'a pas donné son nom. Ok. Monsieur Somo est le prototype de la dégringolade des mœurs de notre, de notre pays, je suppose, hein, parce qu'il y a un mot qui manque. Il dit être pédagogue. Cette pacotille... Non, s'il vous plaît, hein, je vous en prie. Il n'y a pas de place pour les insultes ici. Respectez le point de vue de chacun. Je suis désolée, donc voilà, c'est son point de vue, on le respecte, tout simplement. Donc vraiment, évitez ce genre de message, on n'en a pas besoin. Hein. Voilà, il y a deux tribus au Cameroun, les riches et les pauvres. Le critère de discrimination positive devrait être, par exemple, le revenu moyen du ménage. Voilà. Sans publicité ni éloge, reconnaissons que le groupe STV est dans l'espace médiatique camerounais l'une des boîtes qui promeut la mixité sociale. Jetez juste un regard sur son équipe rédactionnelle. Ok. Le problème qui se pose, c'est d'éviter de monopoliser un secteur parce que nous sommes des êtres humains. Et être le Camerounais n'a pas d'ethnie, mais près de 208... Bon. Ok, évitez les abréviations s'il vous plaît. Le Bamileke finance le football, le Bassa joue sous le drapeau, le Betty mange les retombées. Message signé Chaleur. Ok. Le tribalisme, sous sa forme d'équilibre régional, est néfaste pour notre pays. Seule la compétence compte. Maître Bondje et Paul Maël ont raison. Décidément, M. Somo, vous êtes tout seul cet après-midi. Hein. Le tribalisme, voilà. Bonjour STV2. Vous êtes très mal placé pour parler de tribalisme, mais au Cameroun, la quasi-totalité de vos journalistes sont originaires de l'Ouest. Comment passe ce message? Que M. Somo nous dise combien de généraux et de ministres le Sud a. Que M. Somo nous dise combien de généraux et de ministres le Sud a. Est-ce parce qu'ils sont les meilleurs? Ne croyez pas que quand le Sud sera émergent, le Cameroun le sera aussi. Garga de Pingaoundéré. Monsieur Paul, je vous tire un coup de chapeau puisque au Cameroun, on a perdu la notion de méritocratie au profit du favoritisme qui est un frein au développement de notre pays. Eric, depuis Village. Le tribalisme est une réalité indéniable au Cameroun. On gagnerait plutôt à encourager la mixité sociale en toutes circonstances, voilà, pour notre bien. Merci à Maître Bondje et à Paul Maël, décidément, hein, Monsieur Somo. Merci à Maître Bondje et Paul Maël. Le Cameroun est un pays de tribalisme. Même les partis politiques sont tribalisés. L'idéologie n'existe pas. Comment expliquer que ce soit comment expliquer que le SDF est au nord-ouest, sud-ouest, l'UDC dans le Noun, l'ADD au nord, le RDPC est partout parce que c'est une mangeoire.
Attendez l'après-bière. Que pensez-vous du tribalisme? Tribalité et nationalisme, voilà, j'y suis arrivé. Que pensez-vous du tribalisme? Tribalité et nationalisme, Maurice Panrac. Monsieur Paul Maël, hein, c'est à vous la question, il a précisé. Alors, il vous demande, que pensez-vous du tribalisme, de la tribalité et du nationalisme? Bon, M. Somo est pédagogue, c'est à lui de définir les concepts. Mais je pense qu'on ne peut pas à la fois parler de tribalisme ou alors et nationalisme. Je pense que c'est deux concepts qui sont diamétralement opposés, puisque le tribalisme voudrait qu'on se replie de façon identitaire à sa tribu, et le nationalisme voudrait qu'on ait en partage, qu'on ait la volonté de construire la nation, donc indépendamment des clivages tribaux. Ça me permet de faire allusion à un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, celui de mon ami et frère Charles Ateba Yéné sur les paradoxes du pays organisateur, qui avait été salué par tout le monde. Et moi, je suis allé le voir, je lui ai dit, Charles, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que dans les paradoxes du pays organisateur, Charles Ateba Yéné démontre que la plupart des membres du gouvernement, depuis la récession de M. Biya au pouvoir, sont originaires du Sud et n'ont pas développé le Sud. Et moi, je lui ai dit, non, Charles, je ne pense pas. Le terme qu'on utilise pour un membre du gouvernement, c'est ministre de la République. Donc, pas ministre d'une région. Ce n'est pas le ministre d'une région. Donc, je comprends mal qu'on nomme un type ministre d'enseignement supérieur, qu'il soit originaire d'une région, et quand on l'a enlevé, vous entendez les gens de sa région dire que mais il était ministre, il n'y a même pas la route chez lui, il n'était pas ministre des travaux publics. Donc, je pense que quand on est nationaliste, on pense à la nation. Et je pense que justement, c'est le mérite qu'ont les pères fondateurs de cette nation. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a eu des gens à une époque qui ont pensé à la nation. Et ces gens, M. Somo, qu'ils le veuillent ou pas, ont été arrêtés, tués par les colons. Et ils ont installé à partir de cet instant-là le tribalisme que nous vivons. Je veux compléter en parlant de la tribalité, parce qu'il a parlé de tribalité. Oui. La tribalité, il faut distinguer bien la tribalité du tribalisme. Oui. La tribalité, c'est le caractère de ce qui appartient à une tribu. C'est le fait d'appartenir à une tribu et de l'exprimer qui constitue la tribalité. Oui. Tandis que le tribalisme, c'est une idéologie exclusive qui voudrait prôner la prépondérance d'une tribu sur les autres. Et ça, il faut qu'on se fasse. L'incarnateur du tribalisme. Mais je dis, ne confondez pas certaines attitudes qui, tout en mettant ensemble la planification et la méritocratie comme relevant du tribalisme. C'est une équation que des gens semblent ne pas très bien comprendre. Comment juxtaposer le mérite et l'équilibre régional. Voilà l'équation, elle est toute simple. Et c'est ça, les pouvoirs publics, voilà ce que les pouvoirs publics font. C'est-à-dire qu'on met là de côté l'équilibre régional, mais en même temps, la méritocratie. Mais on voudrait, vous, dans une forme d'exclusion, vous voulez que soit prise en compte uniquement la méritocratie, en mettant de côté ce que sont les prérogatives d'un État, qui consiste, n'est-ce pas, par exemple, dans l'aspect du développement, à intégrer toutes les constituantes de la République. Ça, ce n'est pas possible. Dans aucun État au monde, ça ne se passe comme ça. Ça doit se faire dans la politique générale de l'État. Absolument. Ça doit se faire dans la politique générale, pas dans la structuration de la population. C'est-à-dire que c'est dans sa politique que l'État doit intégrer le développement de toute la région. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais été d'accord, par exemple... Je voulais, Paul Bayard, vous dire que c'est au départ d'une course. Voilà. Qu'on prépare. L'État doit projeter son développement. L'État n'arrive pas au moment où les gens sont formés pour dire j'équilibre. L'État prépare son développement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'État devrait plus construire les écoles, envoyer les enseignants, mettre tous les enfants qui naissent au même pied d'égalité pour leur permettre qu'à l'arrivée, que certains ne disent pas, nous on n'avait pas d'école, nous on n'avait pas de maître, nous on était malades. C'est pour ça que notre région n'est pas développée. Lorsqu'on met tous ces éléments, seul le meilleur, ça c'est, moi je suis je peux dire du clan de Platon, seuls les meilleurs doivent gérer un État dans tous ses aspects fondamentaux. Voilà. Parce que c'est le connaisseur. On va évoluer avec des messages, si vous permettez. Il n'y a pas de tribu qui ne regorge que d'idiots. On trouve des gens brillants dans toutes les tribus. Voilà. En clair, nos panélistes devraient sortir de la confusion qui laisse apparaître entre l'équilibre régional et l'incompétence. Bonjour à vous. Voilà, moi, quelqu'un qui est avec moi. Hein. Mais lui parle de tribalité à ce moment-là. Bonjour à vous. Le thème est très avantageux pour nous, les ressortissants de l'Ouest.
Pour avoir un concours au Cameroun, il faut être du centre. Ghislain depuis Douala. Là, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Il y a des inégalités sociales énormes au pays. Ce faisant, le tribalisme au pays est normal car il faut que tout le Cameroun soit représenté dans l'administration. Voilà. Bonjour à vous en studio. Au Cameroun, on a écarté et normalisé l'écart. Il est impossible de faire du favoritisme dans un concours. À César, ce qui est à César. Message signé Fabrice. Alors, on va lire encore quelques messages. Par ailleurs, M. Somo a raison, on ne peut pas avoir un groupe ethnique dans un secteur ici en France pour entrer à la Sorbonne. On revoit les notes des Français d'origine à la base. Anders depuis Genève. Oui, mais là, on est sur un autre plan. Au moins quelqu'un qui est avec vous. Ça, c'est sur un autre plan. On va lire quelques messages encore. Il ne faut pas que Maître Bondje et Paul Maël soient naïfs. Nous sommes encore en état fragile. Imaginez que dans un concours, tous les admis, je crois. Voilà, non, tous les admis soient originaires d'une même tribu. Ouais. Les autres vont tout simplement aller prendre la machette. Message signé Bruno. Avec plus de 240 ethnies, je crois que cette précision vaut le coup d'être ajoutée. On l'a dit en début d'émission. Aldo de Bachanga, le tribalisme est un frein pour l'unité nationale. Voilà. Tout ce qui finit par isme n'est pas dangereux. Maître Bondje, la preuve, le christianisme. Oui, c'est depuis là. Ah oui, on vous a bien eu là. Non, on ne m'a pas eu. Je peux donner les aspects négatifs. Non, le christianisme est mauvais. Le christianisme est mauvais. C'est la christianité qui est bonne. C'est-à-dire l'appartenance à une tendance qui est à la tendance chrétienne est bonne. Le christianisme, c'est cette politique ou cette idéologie qui consiste à penser que l'islam, c'est mauvais, il faut le détruire. Tout à fait. Donc, voilà, c'est ça le christianisme. Il ne nous a pas eu le téléspectateur. Voilà, c'est ça. L'islam, c'est mauvais. Apprenons, s'il vous plaît, à privilégier la méritocratie. C'est la seule solution pour le salut de notre pays, déjà tant mis en difficulté à cause d'une tribu. Willy depuis Paris. Il faut que Simon cesse de jouer. Cesse de jouer à l'aveugle, qu'il se réfère aux résultats des examens dans des grandes écoles. Aujourd'hui, dans les services publics, c'est pratiquement le patois, Betty ou Boulou qu'on parle pour communiquer, parce que tout le personnel est de la même région. C'est faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est même pas admissible. Si j'avais été averti, je serais venu sur ce plateau avec des résultats des concours pour comprendre que, en fait, au-delà de tout ce que vous pensez, il n'y a pas une tribu qui est favorisée au détriment de l'autre. Les concours qui sont importants dans ce cas, M. Somo. Ce qui est important, c'est les procès-verbaux de délibération. Comment se passe comment on arrive à ces résultats. C'est ça qui est important. Vous dites une chose, vous semblez dire une chose et soutenir son contraire. C'est vous qui dites qu'on planifie. C'est vous qui dites, non, c'est mauvais si on sort les résultats des gens appartenant à une seule tribu. Qui vous dit que ce n'est que la tribu Bamileke qui sera, par exemple, la plus représentative lorsqu'on va faire un concours? Non, ne soyez pas naïfs, monsieur. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce que je veux vous dire, c'est que la représentativité de toutes les sensibilités nationales dans les résultats d'un concours sont la preuve que les structures en place maîtrisent les mécanismes de sélection. Et c'est ça le plus important. S'il y a un concours de 10 personnes et il y a 10 de l'Ouest qui passent, ça veut dire que l'État a échoué dans sa politique de promotion de l'éducation. Ouais. Là, par contre, je suis d'accord avec vous. Bonjour à vous. Juste un petit coucou à M. Somo, Sylvie Lobet depuis Paris. Ah, salut Sylvie. Le tribalisme est intolérable. Il est même source de sous-développement. Voilà, message signé Bilong. Le principe dit d'équilibre régional se justifie par le fait que la nation camerounaise appartient à tous et non pas à des particuliers prétendus plus compétents ou intelligents que d'autres. Ouais, on ne voudrait pas que ceux qui ne méritent pas viennent diriger ceux qui méritent. Ça aussi, il faut le savoir. Quand je dis diriger, ce n'est pas seulement le chef de l'État, ce n'est pas voir les postes étatiques. Même au niveau des sociétés, au niveau même de la basse classe, un chef de service, par exemple, ne devrait pas avoir sous lui des gens qui sont plus compétents que lui. Non, la méritocratie doit être de la base au sommet. Parce qu'en plus, ce que Maître Bondje est en train de dire se vérifie. Parce que le problème, c'est qu'on veut justifier
le principe des équilibres régionaux, on veut justifier l'échec de la politique de l'État, notamment en matière d'éducation. Vous vous rendez compte, on est en 2013. Il y a encore des régions dans ce pays où vous trouvez des élèves qui s'asseyent à même le sol. À l'est du Cameroun, pas même laissons le nord, parce que le nord c'est une autre chose. Pourquoi tu vas à l'est? Au littoral? Au littoral, ici, il y a encore des enfants. Donc, il n'y a pas longtemps, Paul Maël, à quelques secondes, il n'y a pas longtemps, au lycée, ici au lycée de Deido. Voilà. Les enfants n'avaient pas de bac. C'est parce que l'État a échoué. C'est grave quand même. C'est ça le problème. C'est ça le problème que vous autres avez dans un État. Non, avant, je ne peux pas laisser ça passer parce que, oui, en 30 secondes, si vous permettez. Lorsque Paul Maël parle de ces régions du pays où les gens s'asseyent à même le sol, ce n'est pas une exclusivité camerounaise. De deux, il faut regarder tout ce qui est fait avec les moyens que nous avons. Non, je ne veux pas manquer de respect aux pays amis pour ne pas créer un incident diplomatique. Pour vous dire que dans les pays voisins, nos voisins, vous allez trouver que dans des capitales de ces pays, des enfants s'asseyent encore à même le sol ou sur des bancs ou sur des morceaux de bois structurés. C'est pourquoi les efforts, non, tenez compte de ce qu'il y a quand même une politique qui est mise en place. Critiquer peut-être la politique qui est mise en place, qui peut prendre du temps, parce que même dans 10, 20, 30, 40 ans, même dans des pays qui ont atteint un niveau de développement révolutionnaire comme aux États-Unis, il y a encore des coins suffisamment reculés dans lesquels ce type d'action n'est pas encore arrivé. Juste en 10 secondes. Donc, juste en 10 secondes, Audrey, je vais vous prendre un exemple concret. Nous sommes à Douala. Le lycée de Ndogrim, que vous et moi connaissons bien, a 10 censeurs. Oui. Un lycée qui a entre 2500 et 3000 élèves. Ils ont 10 censeurs. Oui. Mon village se trouve à 40 km de Douala. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est 15 minutes à vol d'oiseau. Oui. Vous avez un lycée complet qui va de la 6e en terminale, où il y a un enseignant pour 3 classes, alors qu'on est dans une ville où il y a un censeur pour pratiquement 2 salles de classe. Vous avez oublié que votre village que je connais très bien, Paul Maël, votre village que je connais très bien, le lycée de votre village n'a que 160 élèves. Le lycée de Dokem auquel vous faites allusion a plus de 2000 élèves. Comment vous pouvez comparer ces quotas? 10 censeurs, c'est un censeur, c'est minimum dans la réglementation. Un censeur, c'est au moins, c'est pour une classe pour un effectif de 60 à 100 gamins. Donc ce n'est pas suffisant jusque-là. L'équilibre régional, voilà, est une réalité dans notre pays. Ne faisons pas l'autruche. Ne faisons pas l'autruche. Et ça ne nous avance à rien. Au contraire, Brice, depuis Douala, je pense que si notre pays doit évoluer avec les meilleurs, alors que les paresseux se mettent au travail pour ne pas avoir à se plaindre ou encore parler d'équilibre régional, pour justifier la médiocrité des uns et des autres. Ngounou Yopa, depuis Douala. La planification est question d'équilibre régional visant aucune tribu. Voilà. Le tribalisme, lui, est partout présent, surtout dans la Constitution. Ernest, depuis Douala, bonjour, je travaille dans une société parapublique du Cameroun. Les bêtis occupent les postes du DG au chef d'équipe. Nous qui ne sommes pas bêtis, qu'allons-nous faire? Mohamed, je pense que l'équilibre régional n'est pas du tribalisme, mais quand la culture de l'excellence fait place à l'obligation d'appartenance à une ethnie, c'est une mauvaise chose. Voilà. Très bien. Le tribalisme au Cameroun est au top niveau, mais il refuse son vrai nom. Et son deuxième ami est le conflit de génération entre nos jeunes et les plus âgés privés, dans le secteur privé comme dans le secteur public, je suppose. Voilà. Je suis en train de suivre votre débat. Ce phénomène, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est un style africain. Dans notre pays, tout est parents, amis, connaissances. On va s'arrêter d'abord là, pour les messages, essayer d'avancer un peu. Certains analystes estiment que la cohabitation de deux valeurs culturelles fortes a facilité le déclenchement du conflit Tutsi et Hutu. Maître Bondier, vous en parliez tout à l'heure. Ce sont les Tutsis et les Hutus, effectivement, se sont entretués, et que cela ne risque jamais d'arriver au Cameroun parce que sa multiplicité constituerait donc un atout et au besoin un frein aux velléités de conflits à une grande échelle. Absolument. Vous êtes d'accord Absolument, je suis absolument d'accord avec vous, parce que, à la vérité, les analystes politiques, les politologues et tous qui ont analysé le conflit au Rwanda ont démontré que si ce conflit si on en est arrivé là,
c'est que très facilement, deux forces de même valeur se sont opposées et cela a déclenché. Aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, avec sa multiplicité tribale, cette hypothèse est de plus en plus improbable. Je crois que la paix à laquelle la paix dont nous bénéficions aujourd'hui peut être due au fait qu'en réalité, lorsque un Bamileke et des Bamileke et des Bétis, par exemple, s'opposent, il y a des nordistes qui s'interposent quelque part et dans une valeur relative. Donc, en fait, du coup, le fait que dans un même environnement, des conflits de deux petites tribus peuvent affecter d'autres tribus, la majorité donc cherche tout simplement à l'étouffer ou à s'interposer pour que cela n'affecte pas les autres. Aujourd'hui, on peut penser que cette diversité tribale au Cameroun est plutôt une richesse et ça contribue énormément à consolider la paix. Il vaut mieux s'en bénéficier. Il faut mieux. Mais moi, je voudrais être un peu, beaucoup plus, peut-être pas contraire, mais je ne pousse pas cette idée. Parce qu'au Cameroun, nous avons 3 grands groupes. Il ne faut pas l'ignorer. Il y a le Nord, le Grand Sud et le Grand Ouest. Et à chaque épreuve du Cameroun, ces groupes se retrouvent. On ne parlera plus des Fulbé, des Kirdi, de ceci, on parlera du Nord. Et je vous ai parlé tout à l'heure du mémorandum du Nord, il y avait plus de groupes ethniques là-bas. Lorsqu'il a fallu faire le mémorandum du Nord, tous les groupes ethniques se sont retrouvés. On a parlé du Grand Nord. Lorsqu'il faille parler de certaines situations, on parle du Grand Sud. Et on parle du Grand Ouest. C'est d'ailleurs pour ça que le feu Lep avait nommé le triangle équilatéral. Et moi, je pense que le Cameroun gagnerait à favoriser l'interculture. Par exemple, des mariages interculturels. Je sais que mon ami et frère, je ne suis pas sûr que sa femme vient de la même région que lui. Pas du tout. Moi et ma femme vient d'une autre région. Et je suis sûr que mon ami Sobo... Moi, je suis Banen, ma femme est Bassa. Bon, voilà. Et c'est ça qui va souder entièrement notre État pour qu'on forme une nation. En fait, si on parle de nation, c'est parce qu'on veut se reconnaître tous dans un même pays, dans les mêmes valeurs. Et que nos 240 ethnies nous aident plus, comme je l'ai dit, dans la richesse culturelle, notre rapport dans cette société globalisante, où chacun va apporter les éléments culturels pour faire valoir au Cameroun. Mais il y a des risques qu'il faut. Et c'est pour ça que nous parlions tout à l'heure des développements des régions, etc., qu'il faut cesser de tribaliser ces secteurs en disant tel le poste, comme Paul Bayer le disait tout à l'heure, que le poste de la Sonara, c'est les Bassa, le poste de Cécile, c'est les Ewondo, Premier ministre, c'est tel. Parce qu'à ce moment-là, lorsque celui qui organise ces équilibres, ou bien un autre qui viendra remettre en question ces équilibres, il déclenchera la guerre des tribus. Parce que chaque tribu revendiquant son poste naturel va se retrouver en guerre contre ceux qui viennent arracher ce poste parce qu'ils ont le pouvoir. Non. Jusqu'ici, on n'a fait que décrire quand même le tribalisme. On est tous d'accord que c'est quelque chose de négatif pour notre pays. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution durable, efficace pour lutter contre cette forme, c'est ça que j'ai commencé cette forme de discrimination? Je voudrais tout simplement dire qu'en réalité, le saut qualitatif ou l'émergence d'une société par saut qualitatif à laquelle nous aspirons légitimement ne peut se faire que dans une logique de confrontation. Alors, cette confrontation peut prendre la dénomination de tribalisme, mais dans tous les cas, lorsque des tribus veulent réciproquement s'éliminer, elles développent dans des formes de mécanismes de défense, elles développent donc tous les arguments possibles et toutes les stratégies nécessaires pour s'imposer, donc pour émerger. Alors, c'est dans ce cadre. Je préfère parler de concurrence, ce n'est pas de confrontation. Oui. C'est-à-dire que chacun apporte un plus. Un plus, voilà. Et dans ce plus, il faut que tout simplement ménager cet espace d'affrontement, pour dire comme toi, Ahmed Mondier, que cet affrontement cède le pas à la concurrence, de façon à ce que ce qu'il y a de positif chez l'autre, qu'on essaye de l'adopter et essayer d'aller au-delà de ce que l'autre a fait, sans chercher forcément à l'éliminer, parce que sans la présence de l'autre, qui constitue en réalité un référent pour moi, en termes de modèle, je ne peux jamais m'évaluer
et prendre des repères pour pouvoir me projeter. Donc le tribalisme, s'il est perçu dans ce sens, c'est-à-dire une compétition constante des tribus vers l'émergence, eh bien cela peut propulser l'ensemble du pays. Paul Maël. Oui, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on ne parlerait plus de tribalisme. Je me réjouis qu'un téléspectateur nous ait prêté la terminologie tribalité. Dans ce cas, on parlerait de la tribalité parce que c'est la tribalité, en fait, pour le cas du Cameroun, qui est une véritable richesse. Cette multiplicité ethnique et culturelle qu'on a devrait être donc utilisé pour permettre l'émergence du pays, c'est-à-dire que chacune des composantes de la nation devrait apporter sa pierre à l'édifice de manière à ce qu'on rentre dans un développement inclusif et non exclusif. C'est pourquoi moi je ne suis pas... Monsieur Somo semblait tout à l'heure vanter les mérites du développement autocentré. Je pense que c'est le principe du développement autocentré qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas de développement du tout. Ce qu'on aurait dû faire, c'est dire aux gens, plutôt que de vous rester chez vous et de développer votre région, apportez ce que vous savez faire à l'édifice national et on construira tout ensemble. Donc ça permettra qu'on sortira de l'équilibre régional, des clivages régionaux, qu'on raye la mention région d'origine sur toutes les fiches administratives dans ce pays. Moi, je pense qu'on gagnerait aussi à essayer à tous les Camerounais toutes les cultures. Oui. C'est-à-dire que le Bassa que je suis, sache que si les Kirdis ont ceci de valeureux, que les Babliqués ont ceci d'important, que les Bétis ont ceci d'important, pour que moi, Bassa, je me projette plus comme Bassa, je me projette comme un Camerounais qui a toute la culture de son pays en sa possession. Que lorsque, par exemple, je mange, comment vous appelez ça, ou quoi du centre, ou peut-être je me retrouve avec le bol de l'Est, ou le cuit de l'Ouest, je me sens de Camerounais. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que je mange la nourriture, comme on dit souvent, des bois ou de ceci, et que j'ai un Big Mac lorsque je me retrouve à l'Ouest. Donc, on se sente à l'aise partout où on se trouve au Cameroun. Et on ne peut se sentir à l'aise partout où on se trouve au Cameroun que si on maîtrise les réalités camerounaises. Et ces réalités sont dans les tribus. Or, on nous oppose tribu contre tribu, donc les autres, c'est les bons commerçants, vous, c'est les paroliers, les autres, c'est les guerriers. Nous ne gagnerons pas à rester cloîtrés, comme le disait Paul Maël et mon ami Somo, à être cloîtrés dans sa culture. On se réduit. Alors que si je me projette, et on l'a souvent vu lorsque nous sortons de ces pays, quand vous vous retrouvez ailleurs, c'est là où vous sentez qu'en ayant toutes les valeurs, je me suis retrouvé en France avec la tenue du Nord-Ouest, mais j'étais adulé. Pourtant, je suis Bassa. Ouais. J'ai pris le costume du Nord, j'étais adulé. Donc, on a des valeurs que si nous intégrons ces valeurs pour notre nation, nous avons une force incommensurable. Que vous un Babliqué seul, que vous un Bétis seul, que vous un Bassa seul, que vous un Foulbé seul. Ouais. Mais tout ça réuni, c'est une force incommensurable. Voilà. Merci Maître Bondier, merci Paul Maël, merci Monsieur Somo d'être venu. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être avec vous. On espère que vous avez passé un bon moment et que ce débat a été édifiant. Voilà, merci à vous tous qui avez envoyé des messages. Merci à ceux-là qui nous ont suivis depuis la France. On va penser à Marvin qui nous a suivis depuis Monaco, Yvette Onomalela, Katusha Oona, Valérie Eyouk. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera de la discrimination raciale. On aura des Camerounais de la diaspora sur ce plateau. On se retrouve samedi prochain. Bon week-end à tous. À bientôt.